Le point sur l'étape et les classements, tout de suite après le journal de la nuit. Le spécialiste européen du pneu. Le classement des camions, Chagin, Yakubov, Zavostin sur Kamaz gagne la spéciale, est en tête du classement général. Ensuite c'est encore un Kamaz, deux Tatra viennent derrière. Le premier camion emmené par des Français, Gimbré, Marchès et Blin, la Mercedes est à la 9e position. Bonsoir, c'est le bivouac, on aime les gros culs, on l'a prouvé, on a commencé avec les camions et vous aurez chaque soir un point sur les camions, car c'est vrai qu'au cours de ces dernières années, nous plaidons coupables, nous avons un peu négligé. Comme les amateurs, on leur a donné toujours une belle place, mais c'est vrai que dans bivouac, on leur donne encore plus de place. C'est bivouac donc, c'est le résumé de la journée, et avant toute chose, et avant de parler de l'actualité moto, où il s'est passé énormément de choses aujourd'hui, avec beaucoup de chutes de motards. Et d'ailleurs, l'accident, un motard a heurté une petite fille, une petite malienne. Elle a été transportée à l'hôpital de Bamako. Elle a été opérée par les médecins du rallye qui lui ont ôté la rate. Et apparemment, son état est bien meilleur qu'on ne pouvait le penser en début d'après-midi. On était très inquiets pour sa santé. Sa vie n'est plus en danger. Elle était dans le coma, elle s'est réveillée et les médecins sont maintenant très optimistes pour qu'elle recouvre une bonne santé. On commence maintenant avec Jean-Louis Schlesser et Jean-Pierre Fontenay. Pourquoi? Parce que éventuellement, dans les jours qui vont venir, vous serez les deux grands rivaux de ce rallye 2000. On va en parler. Mais avant, Jean-Louis Schlesser, message personnel. Écoutez bien, c'est une petite surprise pour vous. Quelqu'un a envie de vous parler de France, de métropole. Message. Mon cher Jean-Louis, cette année, je ne serai pas à tes côtés et je suis obligé de repartir en mer pour faire ce fameux tour du monde dont on parle d'ailleurs ensemble depuis pas mal de temps. Et pendant que je serai en mer, au milieu des embruns, ma foi, toi tu seras dans les tempêtes de sable, ça changera un petit peu. Et j'espère surtout que tu prendras le même plaisir qu'on a eu ensemble l'année dernière, avec Henri Magne qui me remplace. Et je te souhaite évidemment le même résultat. Le Dakar l'année passée, souvenir. Dans 1 km. Les papas. Salut les papas. Petite gonzesse. Philippe Monet, copilote, navigateur, vainqueur avec Jean-Louis Schlesser. Victoire aussi sur le Tunisie et le Master Rally. Un duo qui décroche la Coupe du Monde des Rallye Raid 99. Demain, Philippe Monet s'attaque à un nouveau défi. Il part en solitaire de Brest pour battre le record du Tour du Monde contre vents et courants. Le temps de référence est détenu par Mike Golding en 161 jours et 16 heures. Devant cette aventure, que dire, si ce n'est bon vent, Philippe, bonne chance. Voilà, il a pensé à vous au moment de s'embarquer. Vous savez, le problème c'est que Philippe, moi je pense sans arrêt à lui. Et aujourd'hui on disait avec Henri, on a fait une belle spéciale, sans trop d'erreurs, tout le monde s'est plus ou moins paumé. On en parlait tout à l'heure avec... et je lui dis, tu vois, Schlesser Monet c'était un combat, SM, et puis Schlesser Magne c'est la même chose. Donc on parlait de Philippe cet après-midi, c'est très drôle. Et Philippe, son tour du monde, ça fait, je sais pas moi, ça fait des années qu'il m'en parle.
qui cherchait des sponsors, qui cherchait à boucler le budget pour arriver à faire ce tour du monde. Je suis tellement heureux qu'il ait réussi à boucler ça et que l'année prochaine, on y est, puisque j'en parlais en 99, qu'il réussisse à battre ce record et qu'il arrive à monter un budget pour faire du multi, parce que c'est son rêve aussi. Alors allez-y à la caméra, passez-lui un message directement les yeux dans les yeux, message personnel pour Philippe. Bon Fifi, fais pas l'idiot. Tu sais que tu en as pour, moi je pense 4 mois et demi, parce que le record c'est 5 mois et 10 jours. Donc toi tu vas mettre 4 mois et demi. J'essaierai de passer au Cap Horn, si j'ai le temps, si je suis rentré, te faire un coucou. Et si tu arrives à bon port, en battant le record, eh bien nous on t'offrira quelque chose, on te fera conduire une voiture, parce que je sais que c'est ton rêve. Voilà. Voilà pour le Bonne message chance. personnel. Très bien, merci Jean-Louis. Jean-Pierre Fontenay, vous avez aussi un message personnel à passer, les yeux dans les yeux avec la caméra. Allez-y, on profite de la télé. Ça sert à ça, c'est la vraie communication. Ben c'est vrai que c'était. J'aurais bien aimé gagner la spéciale aujourd'hui, parce que c'était l'anniversaire de mon fils Ulysse, il a 6 ans aujourd'hui. Donc, mais tant pis, ça sera pour une autre fois. En tout cas, je lui souhaite un bon anniversaire. Je te souhaite vraiment un bon anniversaire. Et comme je lui dis toujours, ce qui est important dans la vie, c'est d'y croire. Alors j'y crois encore, il me reste plus que 9000 km, donc j'y crois et t'inquiète pas, je fais 9000 km et je rentre. Bon, on revient au rallye. Merci de vous avoir prêté à cette communication internationale. Je le disais tout à l'heure, mais sans rire, vous êtes peut-être et sans doute même les deux rivaux des prochaines étapes. Vous n'êtes pas loin du tout l'un de l'autre, Jean-Pierre. Je crois que c'est l'Afrique qui va décider. Hein. Aujourd'hui, c'est comme ça. La preuve, ça change tous les jours. Donc, on verra bien. On a l'habitude. On verra bien ce qui se passera dans les jours à venir. Vous savez, hier, je disais, le premier jour, lorsque j'ai ouvert, ayant le numéro 250, pardon. Et après 100 km, Jean-Pierre m'a doublé. Bien évidemment, j'étais gêné par les motos, mais le terrain était plus favorable, il m'a doublé. Et lorsqu'il était devant, on le suivait relativement facilement. Et à ce moment-là, j'ai dit à Henri, je lui ai dit, tu vois, regarde, Fontenay, ça va être le plus dur à battre, parce qu'il a oublié d'être con. Et quand il ouvre, non mais c'est vrai, et il a ouvert intelligemment. Il aurait pu peut-être nous coller 3 minutes avec beaucoup de risques. Là, il a roulé, j'ai senti tout de suite l'équipage est terminé. Il n'a pas pris de risque insensé et il a gagné, je crois, la spéciale, ou c'est Chino qui a gagné, mais pour lui, son objectif, c'était de bien finir cette spéciale. Aujourd'hui, vous faites 2 et 3, donc à 1,14 Jean-Pierre Fontenay, 1,14 de Shinozuka qui a gagné, et vous à 4,59, donc Jean-Louis. Et au classement général, c'est aussi important, on va regarder les petits papiers, donc là aussi, vous êtes 2 et 3. Donc, à mon avis, le combat, c'est pour bientôt. Demain, je pars derrière Jean-Pierre, donc il va m'ouvrir la route, forcément. Bon, bah écoute, on fait comme ça. Hein. On se met en parallèle, si tu veux. J'ai quand même l'impression que la Mitsu fonctionne mieux que l'année dernière. Jean-Pierre. Mais disons, c'est vrai que c'est une nouvelle voiture, elle fonctionne bien. Le problème, c'est que ça n'a pas été une révolution. À partir du moment où on est bloqué un petit peu par le règlement, on ne peut pas faire non plus une révolution, mais c'est assez homogène. On a essayé vraiment de recentrer les masses. Enfin, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais on a essayé d'avoir une voiture le plus homogène possible, parce que le terrain change tous les jours. Donc il faut vraiment avoir une voiture homogène. Merci. Il faut remarquer aussi quelque chose, c'est qu'il y a une quinzaine de concurrents qui sont en 15 minutes. Quoi. Oui. Je veux dire, ça c'est absolument incroyable. Ça, et il reste 10 000 km. Voilà. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Arnaud Romera, vous êtes en direct de l'autre côté, c'est-à-dire en fait à l'entrée du bivouac, avec notre moyen HF. Haute fréquence, c'est-à-dire en fait coupé de câble, ça permet d'aller très loin. Et vous êtes avec l'un des concurrents qui arrive seulement au bivouac maintenant, Arnaud. Ben oui, les concurrents arrivent au bivouac au compte-gouttes. Ils sont partis depuis 6 ou 7 heures ce matin, donc ça vous dit un petit peu la rude journée qu'ils ont passée. D'ailleurs, on est avec Eric Vigourou et son quad. Vous allez voir qu'il porte sur lui les marques d'une dure journée. Ça a été éprouvant, surtout la liaison de 460 km, Eric. Non seulement la liaison, mais même la spéciale ce matin a été particulièrement dangereuse, cassante. En fait, aujourd'hui, on a eu un échantillon de tout ce qu'on n'aime pas en quad. Parce que la spéciale était très cassante avec des petites ornières. Vu que nos roues ne sont pas d'un très grand diamètre, elles ont tendance à se bloquer dans des saignées plutôt plus petites que pour les autres. Et puis effectivement une liaison interminable, et comme on n'a pas des vitesses de pointe équivalentes à celles des motos, ça a été particulièrement long. Oui. Bon, Eric, quelle est la première chose que vous avez envie de faire là en rentrant au bivouac? Enlever mes bottes, boire un coca et me restaurer. Et tout de suite m'occuper de la machine pour essayer de la rendre opérationnelle pour demain, parce que là, malgré la fatigue, je suis très très motivé pour la suite, parce que là j'ai le sentiment d'avoir passé un cap ce soir. Et ben, bon courage Eric, merci. Merci Arnaud, vous restez bien sûr en liaison avec nous à chaque arrivée, vous nous faites signe. Alors ce qui est assez extraordinaire à propos de cette 3e étape, c'est qu'on a eu le même scénario à la fois en auto et en moto. C'est-à-dire que les 2 premiers du classement général, c'est vrai pour Roma en moto, il a gagné l'étape.
et en plus il est premier au classement général. Et c'est vrai aussi en voiture avec Shinozuka qui a gagné l'étape et qui est premier au classement général. Le résumé auto maintenant, c'est parti. Bis repetita, les journées se suivent et se ressemblent souvent. Au programme de cette étape, toujours des pistes en latérite, étroites, rapides et toujours la poussière, compagnon de toutes les galères, avec un petit plus pour agrémenter la journée, les crevaisons. Pas une banalité, mais un souci qui a bien failli en faire couler certains. Dès le départ, la bagarre est lancée. Jean-Louis Schlesser part comme une fusée, un tiers de la course en tête, une roue crevée et le vainqueur du dernier Dakar est rattrapé. Troisième à l'arrivée, Schlesser empêche l'armada japonaise de kidnapper le podium. Les dégâts sont limités, 5 minutes d'écart avec le vainqueur du jour. Au général, Schlesser gagne 2 places. Il pointe désormais à la 4e position à 8 minutes 47 du leader. Devant Schlesser, l'empire du soleil levant. Jean-Pierre Fontenay sur Mitsubishi bien sûr, malgré une crevaison lui aussi. Il réussit à remonter Souza, Sabi et Matsuoka dans la dernière partie de la course pour s'octroyer une 2e place bien méritée. C'est vrai que c'est une journée à tout perdre aujourd'hui. Vraiment, il y avait des pièges impossibles. On a fait des sauts pas possibles. Donc, on a envie d'être calme, mais en fait, on a du mal à trouver le rythme. C'est une journée où le Dakar pouvait s'arrêter là. En fait, il n'y a pas grand-chose à gagner, mais il y a tout à perdre. Enfin bon, c'est une bonne journée. Une bonne journée aussi pour Shinozuka. Comme chez les motos, le leader du classement général signe son premier succès dans ce Dakar 2000. Malgré 2 crevaisons, le japonais a bouclé ses 245 km de spécial en 2 h 42 minutes et 38 secondes. Le roi Shino vient d'afficher ses prétentions. Attention, celui-là n'est pas là pour rigoler. Le seul à ne pas avoir crevé parmi les 4 premiers, c'est lui, Matsuoka. Le japonais n'a pourtant pas profité de l'occasion, rattrapé dans le dernier tiers de la course par Fontenay et Schlesser. Il termine 4e à 5 minutes 27 de son équipier, Shinozuka. A noter aussi l'excellente course de Van Berg, 8e de Plaza Perez, Souza et Pescarolo aux portes du top 10 et aussi l'abandon de Philippe Alliot. Au classement général, toujours la domination Mitsubishi, 3 voitures dans les 3 premières places. A l'inverse des motos, les écarts sont infimes, les 12 premiers se tiennent en moins d'une demi-heure. Jutta Kleinschmidt en 10e position n'est qu'à 20 minutes du leader. Pour l'instant, difficile d'imaginer l'avenir, la domination Mitsu est évidente, mais les écarts loin d'être suffisants pour élaborer quelques conclusions hâtives. Demain, au revoir le Mali, le rallye entre Burkina Faso, 286 km de spécial jusqu'à Bobo Dioulasso. On se retrouve toujours dans le bivouac avec la catégorie T1 maintenant. J'ai le plaisir de me retrouver avec Jérôme Rivière et Patrick Fourtic. Avec votre Nissan aujourd'hui, vous avez réussi une fameuse étape parce qu'on peut dire dans cette catégorie-là, il y a de sérieux concurrents. Et vous, vous en êtes bien sortis, vous n'avez pas fait d'erreurs de navigation alors qu'aujourd'hui, on les a collectionnées ces erreurs de navigation, Jérôme. Oui, tout à fait. Cette étape était, je pense, assez déterminante parce que je pense que ça a dû être l'étape la plus difficile du Dakar, la plus cassante en tout cas. En plus de ça, il y avait de la navigation. Et c'est vrai que Patrick a été vraiment un copilote vraiment fantastique. Donc on a fait le sans faute, on n'a pas crevé, on a roulé toujours bien. On s'est même permis le luxe de dépanner notre plus proche concurrent Germanetti, qui a la même voiture que nous, qui est dans une équipe italienne et qui se bat aussi pour la catégorie marathon. Et on lui a donné un bidon de 2 litres d'huile à 50 km du départ, alors qu'on venait de doubler un concurrent qui en a profité pour nous redoubler. Donc on est vraiment très content aujourd'hui. Et ça, Patrick, on l'accepte lorsqu'on est navigateur et qu'on voit le pilote qui s'arrête pour aider un concurrent? Moi, j'avais fait une petite interruption de 10 ans sur le Dakar, alors je ne connais pas encore bien les équipes, mais quand j'ai vu qu'il dépannait un concurrent adverse, j'ai mis un moment avant de vouloir le frapper. Mais il est tellement gentil, Jérôme, que de toute façon, j'aurais pas pu l'empêcher. En tout cas, aujourd'hui, on a vécu une véritable étape style Dakar, une étape cassante, difficile, énormément de navigation. On a vu de grands pilotes comme Stéphane, Peter Hansel, Jardinet. Alors vous, ça vous a paru facile ce tracé lorsque vous annonciez les difficultés à votre pilote? Alors je crois que rien n'est facile dans le Dakar. Moi, je suis parti depuis 10 ans, je reviens, je le retrouve comme il y a 10 ans.
des pistes formidables du Dakar, sûrement une des plus belles spéciales du Dakar. Quant à la navigation, j'ai pas trop de difficultés parce que Jérôme est un excellent navigateur et donc ça me laisse un petit peu de repos. Non, c'est vrai que l'équipage marche bien et que je crois que c'est surtout ça qui est important. Alors, justement, qu'est-ce qui est important lorsqu'on est déjà en tête des T1? Jérôme, votre ambition pour la suite de ce Dakar? Maintenant, il va falloir gérer parce qu'en fait, il y a une bagarre marathon comme je crois il n'y a jamais eu sur le Dakar. Ça fait plusieurs années que j'étais un des spécialistes du marathon autrefois. Et donc, je reviens dans cette catégorie avec grand plaisir parce qu'elle représente pour moi vraiment quelque chose d'important. Parce qu'en fait, je considère cette année que dans le Dakar, il y a deux vraies catégories. Soit on se bat pour le scratch, qu'on soit en T2, T3, 2 roues motrices ou 4 roues motrices, diesel ou essence. En gros, on peut se battre pour le scratch. Et puis l'autre catégorie, je considère que c'est la catégorie marathon, c'est la voiture de série. Donc évidemment, notre ambition, c'est de la gagner. Mais il n'y a jamais eu autant de concurrence, notamment avec les Mercedes, les Mitsubishi, les Toyota et nous. Et je pense qu'en ce qui nous concerne, on n'est pas très rapide en vitesse de pointe. Donc il faut vraiment qu'on assure un capital au départ parce que je pense que ça va être très dur à l'arrivée. Merci Jérôme, merci Patrick d'être passé nous voir dans Bivouac. Et on retrouve tout de suite Gérard Rolls du côté des Nissan, je crois. Gérard? Oui Jean-Philippe, du côté de chez Nissan, avec André Dessoude, le fameux sorcier de Saint-Lô. Ça va vous rester ça maintenant, hein, ce surnom? Je crois que c'est l'équipe qui m'avait nommé sorcier de Saint-Lô. Je crois que ça va rester, c'est sûr. Alors, immense fidélité à la marque Nissan, qui vous a vraiment donné un coup de main cette année avec Nissan Europe, qui vous a aidé à préparer de bonnes voitures qui apparemment, là, obtiennent leur premier vrai résultat. Oui, ça fait 18 ans de Nissan. Et puis cette année, Nissan Motorsport Europe nous a donné un bon coup de main, nous a confié la tâche de préparer 3 voitures avec tous les techniciens de Nissan Motorsport. Et là, on a beaucoup travaillé et ça fait énormément plaisir après autant d'années, un petit peu de galère, mais toujours en contact de la compétition, qui nous a permis de progresser, d'être là. Et je crois qu'on a fait une très bonne voiture. Et je crois que les chronos vont parler tout le rallye. Alors maintenant, on va aller voir justement vos 3 pilotes avec leurs 3 coéquipiers. On va commencer par Philippe Vanberg, voilà, près de la voiture, avec Serge, son coéquipier. Philippe, comment ça se passe pour l'instant? Comme expliquait André, je veux dire, l'auto, j'ai eu l'occasion de la conduire un petit peu sur Paris. Excusez ma voix. Hein. Et déjà bien, vous en avez de la voix là. Voilà, merci. Et j'ai dit André, ton auto est fantastique. Je veux dire, le Nissan est redoutable. Pour avoir conduit beaucoup chez la concurrence, je me rends compte de cette voiture, et on le prouve depuis 3 jours, est capable de faire des performances de premier ordre, et j'espère que ça va continuer encore tout le rallye. Alors, on regarde le classement général vite fait. Là, vous en êtes où actuellement? Aujourd'hui, vous terminez 9e. Absolument, 9e de l'étape, bon, qui est on est ravis de cette performance, sachant que bon, il y a toujours de la poussière, toujours tout le monde a ses petits lots de soucis. Mais je crois que la voiture a été remarquable, encore une fois aujourd'hui, par la difficulté de l'étape qui a été très très cassante. Et voilà, je crois que pendant que je tourne les pages pendant ce temps-là. Et au classement général, vous êtes 12e pour l'instant. 12e, bon, c'est tout à fait, personnellement, c'est ce que j'avais envie de faire, c'est de partir pas trop vite, n'ayant pas trop de connaissances de cette voiture. Et je crois que là maintenant, on est rentré un petit peu dans la course et on va arriver à faire de très belles choses. Serge, un petit mot, vous qui êtes le copilote avec Philippe, il va vraiment très vite, hein, Philippe? Il va très vite et très bien. En fait, on a la chance d'avoir une voiture qui se conduit vraiment comme une voiture de course et qui, dans le cassant, résiste à tout. Bon, alors on va continuer notre visite pendant que les mécanos sont en train de travailler. Allez, on passe. Les mécanos sont en train de travailler, voilà. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire quoi en ce moment? Démonter un amortisseur pour une vérification de routine et tout va bien. Et tout se passe bien pour la voiture, il n'y a pas grand-chose à changer pour l'instant. On retrouve Thierry Delavergne, Jackie Dubois, c'est l'autre voiture. Salut Thierry. Bonjour à tous. Bon, ça se passe bien chez Nissan? Oui, très bien, très bien. On est tous très heureux parce que bon, c'était beaucoup de travail pour fabriquer cette nouvelle voiture. Et puis finalement, au bout de quelques jours de course, on est très, très satisfait du résultat puisque vraiment on peut se bagarrer avec les autres et ça c'est quand même assez nouveau pour nous. Vous êtes 5e au classement général. C'était espéré ça? En tout cas, on avait beaucoup d'espoir sur cette nouvelle voiture et effectivement, on est satisfait aujourd'hui d'être 5e. Le Dakar, c'est encore terriblement long, mais aujourd'hui, quand même, c'était une spéciale difficile. Donc 5e de l'étape du jour, c'est aussi très satisfaisant pour l'ensemble de l'équipe. Très bien, merci Thierry. Jackie Dubois, un petit mot aussi en passant. Oui, on est très satisfait. Une 5e place comme ça, c'est inespéré et on l'attendait quand même, hein, parce que bon, la voiture est tellement étonnante que on ne peut faire que bien.
que bien. C'est drôle, hein, dans le clan Nissan, là, vous avez des grands yeux en disant, mais non d'une pipe, cette année, on a touché le gros lot. Ah ben bien sûr, on a touché le gros lot là. Non mais en plus c'est vrai parce que vous êtes lucide. C'est vrai que c'est au cours de ces dernières années, André Dessoude, les performances n'ont pas forcément été extraordinaires. Vous étiez présent dans la course, c'est vrai. Mais enfin bon, c'était pas le Parthénon. Non mais ça fait longtemps qu'on participe à cette épreuve et là on sentait que c'était à notre portée de pouvoir faire une voiture pour gagner. Donc depuis 6 mois, on a beaucoup travaillé et là je crois qu'on a le produit pour gagner. On a encore besoin de travailler, elle est à 80% de ses possibilités, mais on est très confiant. On l'a prouvé hier puisqu'on a fini devant les Mitsubishi en T2, donc c'est surtout les T2 qui nous intéressent. Et là aujourd'hui on est un petit peu derrière, mais on rivalise avec les T2 et je crois que c'est pas fini. Alors avant de voir le troisième pilote et la troisième voiture, Arnaud Romera, vous êtes en direct avec nous. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver, Arnaud. Oui, en direct avec les poireaux et c'est une femme qui est avec nous, numéro 93, Reiko Yamamura, la japonaise. Alors je vais lui demander d'enlever son casque, un terme ratanté. Elle veut pas l'enlever par coquetterie parce qu'elle se trouve un peu look sorcière. Bon, Reiko, alors est-ce que l'étape était dure, surtout quand on est une femme? Avec 今日はね、そんなに難しいっていう感じはとにかく長くて埃がすごくて長さがね疲れちゃった。 Elle dit en fait que c'était pas très difficile pour elle parce qu'elle a roulé à son allure et que la plus grande difficulté en fait ça va être de se démaquiller ce soir. Voilà, merci. Mais je rêve, Arnaud, c'est vous qui avez traduit le japonais? Mais je rêve... J'ai un parent d'origine japonaise. Mais je rêve complètement, c'est extraordinaire. Et c'est une absolument charmante journaliste, à la fois de la télévision et d'un magazine de tout terrain au Japon. Et elle fait le parcours avec son mari et c'est, je crois, son 2e ou 3e Dakar. On continue chez Nissan maintenant avec Grégoire Demivius, qui est avec Thierry Delisotti, qui doit être quelque part par là, voilà, en train de travailler derrière. Alors le bilan jusqu'à maintenant, après 3 étapes, Grégoire? Les étapes sont très dures. Aujourd'hui, c'était très très dur. On a beaucoup de poussière. Je crois que tous les concurrents se plaignent de la poussière. Mais sinon, bon, nous globalement, on n'a pas eu trop de problèmes. Hier, on avait fait un très beau 3e temps ex aequo. Et bon, aujourd'hui, malheureusement, on a perdu un peu de temps. On a aidé un motard qui est tombé très fort à 100 mètres devant. Je l'ai vu vraiment à 3 mètres de haut et on était les premiers. C'est Boursier sans doute, hein, c'est le Basque qui s'est cassé la jambe. C'est ça, oui, mais alors on est arrivé, j'ai déjà vu souvent des motards par terre, mais d'arriver le premier, c'est un peu stressant parce qu'on ne savait pas très bien s'il parlait, donc on est allé tout près de lui et heureusement il était conscient, donc Thierry a tiré sa balise et on est resté un petit peu. Et puis il y a d'autres motos qui sont arrivées, à ce moment-là on est reparti puisqu'il était tout à fait conscient, mais il avait très mal, quoi. Alors Grégoire, se pose aussi le problème maintenant chez Nissan de savoir s'il y a une consigne d'équipe, une tactique d'équipe, parce que vous êtes 3 super pilotes, très rapides, avec des expériences à la fois semblables et différentes les uns les autres. Vous venez du rallye, ça on le sait. Est-ce qu'il y aura des consignes? C'est pas moi qu'il faut le demander. Non, je crois que pour l'instant c'est beaucoup trop tôt. On a fait 3 jours de course. Je crois que l'idée dont on en avait discuté, je crois que si effectivement il y en a un de nous 3 qui a une grosse tuile, mais une grosse tuile qui perd 1 heure ou 2 et qui ne peut plus avoir une chance d'être dans le top 10, c'est clair que celui-là, on l'a tous accepté, celui-là se mettra au service des autres. Mais pour l'instant, bon, on est tous, Thierry est 6e je crois au général, et nous on est 11 et Philippe 12, donc on est tous encore là. C'est un peu tôt on verra pour la 2e semaine. Particulièrement bien placé pour la suite du rallye. Bravo, félicitations. Alors vous savez que là on est dans un petit coin sombre. L'explication aussi c'est parce que vous n'avez pas encore vos camions d'assistance qui normalement vous assurent non seulement la mécanique mais en plus l'éclairage. Je crois qu'ils vont arriver très tard ce soir puisqu'ils suivent les concurrents, l'étape est dure et en plus on a les T5 qui sont partis derrière la course encore. Donc je pense que les premiers camions vont arriver vers minuit et puis les T5 4 ou 5 heures du matin. Merci André Dessoude de nous avoir reçus dans votre stand Nissan. Maintenant la course vue de l'intérieur, donc avec le micro embarqué et la caméra de Peter Hansel. Il faut que ça tire plus à droite de la montagne, là devant la montagne. Là, il doit y avoir un truc qui passe devant là. On est quasiment dessus hein, pourtant, hein. 40, 48, 10, 10. Moi je suis bien. Et normalement elle fait du combien la piste en cap? La piste en cap elle remonte au nord là.
piste pour aller à Nioro. Hein? Pour la piste pour Nioro. 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 Ouais, là où tu es là. Dans le village, après là-bas. Voilà, voilà. Ah putain, c'était quoi, bordel? Oh putain. Vas-y, vas-y, vas-y. Sortir par là, là. On est aux portes du village, le pont étroit on l'a pris, c'est tout. C'est tout droit. Et là tu penses qu'on va la rejoindre? Écoute, ouais. On va la couper, on va refaire un... Voilà, il l'a fait quand même, il aime pas ça, le micro et la caméra à l'intérieur de la compétition, Stéphane Peter Hansel, mais c'est vrai qu'il a été particulièrement sympa de l'accepter, et c'est vrai que c'est toujours très intéressant. Guy Leneveu, Laurent Bourgnon, c'est une voiture un peu particulière, mais on est encore chez Nissan, on va appeler ça un Nissan Client, voilà le moteur. Laurent doit être par là, il est là. Laurent, je suis en train de marcher, je fais un crime absolument de lèse-majesté, je suis en train de marcher sur la pince universelle, sur la clé à molette, sur le démon de pneus. Venir un petit peu plus souvent pour nous éclairer, pour travailler, c'est plus pratique tant que les camions sont pas arrivés. Mais c'est ça, en plus il m'engueule. Bon, salut Laurent, comment ça s'est passé jusqu'à maintenant? Eh ben très bien, on a pris beaucoup de plaisir, surtout dans les deux premières où c'était très sinueux, très technique. Faut aller non seulement qu'on surveille où placer les roues, mais en plus avec la capucine sur le toit, il fallait surveiller les branches d'arbres. On a même dû faire une marche arrière à un moment donné pour sous peine de... Enfin, il y avait juste une branche à hauteur pour nous enlever la capucine, mais c'était vraiment très beau. Ça passe, c'est un drôle de nom, ça, Capucine. On va s'y intéresser d'ailleurs, on va regarder un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, Laurent, vous avez utilisé donc une Nissan au départ normale, hein, et vous lui avez rajouté une sorte de chapeau de camping-car. Voilà, c'est notre camping-car du désert, donc on a notre mini capucine sur le toit et qui symbolise un petit peu les camping-cars et voilà quoi, c'est notre partenaire pilote et donc ça nous permet de courir ce Dakar. Alors les deux particularités de ces trois premières étapes, ça a été chaleur mais surtout la poussière. Ah, il y a eu énormément de poussière. Alors le fait qu'on soit même en plus amateur, on est parti vraiment très loin, on est parti 70e. Et alors on a énormément de voitures à doubler pour revenir un petit peu dans le classement. Et c'est vrai que c'est parfois avec des petits risques et pourtant on essaie vraiment d'y aller tranquille pour ne pas casser. Les ambitions sur ce rallye, Laurent? L'ambition, c'est véritablement d'arriver au Caire. Je crois que déjà, on sera vraiment les plus heureux si on arrive à traverser toute cette Nord-Afrique. Et le reste, c'est de se faire plaisir. Se faire plaisir. Et puis bien terminer, non pas comme l'année dernière où il y avait eu le pépin terrible et vous aviez rejoint le rallye après. Là, il faut aller au Caire. Ah ben là c'est le ticket d'entrée, c'est ce que tout le monde fait en arrivant, un petit tonneau, une petite casse et puis c'est ce qu'a fait Luc la première fois et c'est vrai qu'ensuite on apprend un petit peu et puis là on a de la chance au sein du team de Soud d'avoir les pilotes professionnels comme Philippe Vambert, comme Thierry Delavergne qui nous donnent beaucoup de conseils et ça nous permet de progresser beaucoup plus rapidement. Merci Laurent, bonne route, on continue et puis juste à côté on va retrouver un pilote particulièrement expérimenté, voilà il était déjà au briefing, il est revenu nous voir, bonsoir avec Alain Guéhenec. Alain, viens, venez aussi. On va se vous voyez, on est à l'antenne. Salut Henri, ouais, ça se passe bien. C'est une merveille, les images sont somptueuses et il y a énormément de téléspectateurs qui nous regardent. Et il nous manquait Henri et Alain. Comment ça se passe pour vous? Ça se passe bien. On avait fait une petite faute le premier jour, mais comme la liste de notoriété est faite en fonction du nombre de rallyes qu'on fait, on partait 27e. Donc on a fait une toute petite erreur qui était assez insignifiante, mais ça nous a remis derrière des voitures beaucoup plus lentes. Et j'ai fait toute la spéciale dans la poussière, donc en perdant beaucoup de temps. Et en 2 jours, on est bien remonté, puisque ça a été aujourd'hui une très bonne journée. C'était très cassant, c'était bon pour le pétrole. Et on a pu remonter. Je commence à revenir maintenant dans les 12, 15, je crois. Donc mon objectif, c'est de jouer dans les 10 et on est en train d'y revenir. Donc j'ai une voiture toute neuve, on l'a pas abîmée. Avec Alain, ça marche très bien. Comme vous le savez, c'est un pétrole comme l'année dernière, mais avec une caisse carbone. On a gagné 240 kilos. Et dans des étapes comme aujourd'hui, ça
ça se sent parce qu'elle souffre quand même beaucoup moins dans les trous. Ça permet d'avoir un rythme un petit peu plus soutenu que l'année dernière et sans abîmer la voiture. Donc on va continuer à ce rythme-là. Bon, pour l'instant, donc, je consulte le classement, c'est vrai, vous êtes 15e au classement général. 4 ce matin, donc aujourd'hui on a fait une très bonne spéciale, ça s'est bien passé et on va continuer à ce rythme-là. Oui. Alors la petite invention, c'est ça, hein, c'est d'avoir employé une caisse en carbone pour gagner énormément de poids. Voilà, c'était une idée de Domévius l'année dernière qui s'était fait cette voiture pour lui. Entre-temps, il était engagé par l'usine, donc il conduit un Nissan officiel. La voiture était donc disponible. En fait, on a gardé le châssis et les ponts et tout le reste est en carbone. C'est-à-dire que c'est comme une vraie voiture de course, quoi. On a gagné sans changer de forme. Sans changer de forme, on a gagné 240 kilos. On a fait des moules et on a fabriqué une carrosserie, sous-bassement de caisse, tout est en carbone. Génial. Alain Guénec, un petit mot sur le début de ce rallye, 3 étapes. Le début de ce rallye, pour moi, j'ai l'impression que c'est la continuité du dernier. Donc j'espère que ce sera 2 en 1. Et d'aller surtout jusqu'au bout, jusqu'au Caire. Oui, je pense qu'on y sera. 15e pour l'instant, bravo, félicitations. Jean-Philippe, la parole est à vous maintenant avec d'autres invités du côté du bivouac et du côté du feu là-bas. Ah oui Gérard, moi je me retrouve avec Pascal Sanchez. Pascal, bonsoir. Bonsoir. Alors on va parler un petit peu moins de mécanique et puis de mécanicien. On va faire une fausse piste. Voilà, exactement. Et puis on va surtout essayer de rêver un petit peu avec vous, de rêver aussi au rythme. Pourquoi? Parce qu'on a déjà traversé 2 pays et on entend parler différentes langues. Les Africains aiment beaucoup jouer avec les mots. Oui, il paraît que le rap a été inventé et créé en Afrique pour ensuite être exporté aux États-Unis pour revenir après en Europe et puis maintenant en Afrique parce qu'au Mali aussi le rap est devenu un véritable phénomène de société auprès des jeunes. Le Mali jusqu'à présent on le connaissait au travers d'Ali Faler Katouré, on le connaissait au travers de Salif Keita qui sont d'autres grands musiciens de la world music en général. Salif Keita que vous aviez invité l'an dernier d'ailleurs. Tout à fait, on l'avait reçu lorsqu'on était à Mopti et à Bamako. Il y a un groupe de rap qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, ça s'appelle Kindadja et il y a un leader assez étonnant et Jérôme Dindar et Jérôme Pain qui étaient là il y a quelques semaines, mais ils ont eu la chance de le rencontrer puisque Kindadja, il habite ici à Bamako, donc on va se faire une petite balade dans Bamako, le tout sur des airs de rap maliens. Avec Kindadja, c'est parti. Kindadja, the representative of Malian rapper, le représentant du rap malien. Peace, love, respect. Moi j'ai 28 ans. Je fais du rap depuis 89. Donc voilà, 89 à 99, ça fait 10 ans de rap. Je fais du rap en bambara, en français et puis un peu d'anglais. Pas seulement en bambara, pas seulement la langue nationale bambara, mais aussi le peul, sarakolé, sonra et tout ça. Ouais, Bamako c'est ça quoi, c'est comme, disons, c'est la cité perdue quoi. J'ai commencé le rap avec des instruments traditionnels du Mali et j'ai tapé de porte en porte. On me disait tout le temps, fous-nous la paix. Un jour, il y a un groupe qui apparaît à la télé. C'était un groupe de rap sénégalais qu'on appelle le Positif Black Soul. Ils apparaissent à la télé avec les mêmes instruments 3 ans plus tard. Et les gars, ces mêmes gars m'appellent et me disent « Mais pourquoi t'as pas fait comme ça ?» Ils n'ont même pas écouté ma maquette, ils m'avaient chassé en ce moment. Au Mali, on fait beaucoup de choses, on est les premiers à faire beaucoup de choses, mais on n'est pas aidé. C'est quand on voit que d'autres le font à l'extérieur du Mali que les gars ils se disent « Mais pourquoi t'as pas fait comme ça, il fallait faire comme ça ?» Mais ils n'écoutent jamais ce que tu fais. Oui, je veux devenir une star, mais une star malienne, quoi. Phenomenal smooth, move on, star, we sont c'est sali. Yeah, tranquille,
Yes, sir. Style, on a le style, il y a tous les genres de style. Aux jeunes Français, j'ai envie de leur dire de garder la tête sur les épaules, de prendre la vie du bon côté et surtout de rester français. Surtout français, parce qu'un Français, c'est celui qui aime bien un étranger. C'est ce que j'ai constaté en France. Les Français, ils aiment bien les étrangers et ça, j'aime bien ça aussi chez eux. Bani baba klebi koro frafina uya be fille kolochi kabe daga kolochi kabila hamina kongalamina hey farafide umaye kele la bila kele monye represent Nothing else but ma mère la vue du. Toujours dans Bivouac, toujours au milieu du bruit des mécaniciens, des mécaniques. On entend les groupes électrogènes qui fonctionnent à plein. On entend les mécaniciens qui scient et qui tordent le métal des camions, des autos. Mais Pascal, il y a des métals bien plus précieux en Afrique que cela. C'est l'or, c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs de toucher aux jeunes rappeurs qu'on vient de voir à la King, parce qu'il a un album qui va sortir en France dans quelques semaines. Et l'or au Mali, il faut savoir quand même, le Mali, la réserve du Mali, vous vous rendez compte Jean-Philippe, il y a plus de 400 tonnes d'or qui seraient recensées dans les réserves naturelles du Mali. Ça se trouve en général au sud du pays, et puis au Mali, on n'en est pas encore à l'heure de la prospection industrielle, mais ce sont plutôt des orpailleurs, des histoires de famille. Et Jérôme Dindar et Jérôme Pain, encore eux deux, ils vont vous proposer de découvrir ces orpailleurs de l'impossible, parce qu'au risque de leur vie, ils vont chercher quelques grammes d'or pour quelques centaines de francs par jour parfois. Alors le rêve des orpailleurs de l'impossible. On est parti. Dans sa tête, un rêve d'Eldorado. Quelque chose qui le pousse vers un monde sans lumière. À 10 mètres de profondeur. Là où se trouve le filon, l'or. Des mines, on devrait plutôt parler de terriers. C'est ici que travaille Mambi, au sud du Mali. Des galeries à nu, pas de protection. En cas d'effondrement, aucune issue. Il y a plus d'accidents. Parce que quand nous on fait comme ça, tu vois, si on va laisser mine là, il y a d'autres qui sont là, et ils sont capables de travailler ici. Alors que c'est gâté, mais ils vont descendre. Donc bon, si tu as eu malchance, ça là, ça peut tomber beaucoup même. Au moins 3 tonnes, 4 tonnes, ça peut tomber. Tu vois non? Ouais. Bon, si ça là, t'es trouvé là, ça va te tuer. Ouais. Voilà, c'est un truc comme ça. Voilà. Bon. Dans ces conditions, chaque mineur a un rôle bien défini. Pendant que Mambi creuse, son associé s'occupe d'évacuer le minerai. Au fond, un enfer. La température dépasse les 35 degrés. Ils passeront pourtant toute la journée à labourer les entrailles de la terre, dans l'espoir de remonter les quelques pépites qui changeront leur vie. À la surface, la vie suit son cours. À Kokoyo, personne ne peut dire avec précision quel jour un homme a trouvé de l'or pour la première fois. La tradition de l'orpaillage se confond avec l'histoire du village. Toute l'année, des centaines de Maliens viennent tenter leur chance ici. À plusieurs, ils exploitent un seul puits. Une alternative à la culture des champs moins rémunératrice. Dans le processus d'extraction, les femmes interviennent à un moment crucial. À l'aide d'une calebasse, elles lavent la terre. Pour Mambi, commence alors une autre épreuve. Il va enfin savoir si la mine a été généreuse. L'année passée,
Il y a des gens qui ont gagné 6 kilos, 7 kilos. Il y a d'autres même qui ont gagné 11 kilos. Ici, c'est tout près là. Il y a des jours tu gagnes, il y a des jours tu perds. Et toi, tu gagnes combien par jour? 15 000, 20 000, 25 000. Il y a des jours même 5 francs on ne gagne pas. Maigre bilan aujourd'hui. Quelques grammes seulement. À peine une centaine de francs. Ces efforts n'ont pas été récompensés. 1800, 410. Tout est à recommencer dans ce Far West du bout du monde. Quel beau sujet des deux Jérôme, Dindar et Pin sur les orpailleurs. Et on retourne maintenant au Dakar, direct à la course avec la moto. La moto sans doute l'une des plus accidentées de la journée. Didier Le Gall, vous êtes en train de travailler sur la moto de Giovanni Sala, qui a pris une boîte, comme l'on dit, pendant la liaison. Oui, il s'est mis un bon volume sur la liaison. Bon, c'est un peu regrettable. Normalement, c'est le moment où on roule plus doucement. Bon, peut-être que c'était un peu difficile aujourd'hui. Bon, le problème n'est pas là. De toute façon, on va réparer. Demain, il va repartir du moment que la santé est bonne. Après, ça roule. Mais là, tout a été touché pratiquement. La fourche, le réservoir. Ouais, il y a la totale. Mais bon, tant que le moteur tourne et le cadre est intact, c'est bon, quoi. Il y a combien d'heures de boulot, là? On va y laisser la nuit, je crois. Vous allez passer la nuit. Ben, bon courage, Didier. C'est vrai que la moto est dans un drôle d'état. Vous avez vu ça, c'est rarissime de voir une KTM dans cet état-là, c'est-à-dire complètement désossée. Il y a tellement de choses à changer. Giovanni Sala, qui par bonheur s'en est tiré pratiquement sans une égratignure. Mais alors là, c'est la plus belle boîte. Il y a Fabrizio Meoni qui est juste à côté là-bas. Vous allez me suivre avec la caméra. Voilà, bravo. Pardon, je passe. Je viens voir Fabrizio. Fabrizio, bonsoir. Je vous arrête un petit peu. Aujourd'hui, ça a marché, quoi, hein, parce qu'on vous a entendu râler avec le moteur, le râler à propos du GPS. Aujourd'hui, c'est bien. Vous terminez deuxième et vous remontez au classement général. Moi encore, je ne regarde pas le classement parce que moi encore, je me sens hors course. Hors course parce que je suis à combattre avec des problèmes avec la moto, des problèmes qui tous les jours me font avoir l'objectif de rejoindre les bivouacs. Et surtout ça. J'espère que ça va changer et quand changera, je pense que le résultat aussi sera aussi mieux. Mais vous êtes terminé quand même deuxième et au classement général troisième quand même. Mais ça, vous ne regardez pas? Non, je n'ai pas regardé, je ne sais pas combien d'écart des autres, je ne sais pas les classements, mais je répète, pour le moment, mon résultat est lié à des circonstances, à des petites choses. Par exemple, hier, la moto s'éteignait 2 fois et ne démarrait plus. Aujourd'hui, j'avais de la peur de l'éteigner. Alors, comme ça, on ne peut pas faire la course. Comme ça, on cherche simplement d'arriver. À la fin, on avait des problèmes de l'eau sur la moto. Et le moteur, c'est solide parce qu'il a fait plus que 500 km sans l'eau et ce n'est pas cassé. Mais mon cœur, s'il n'était pas trop fort, je pensais que déjà, c'était pas bien comme Ça ne pourra pas durer pendant très longtemps. Merci Fabrizio d'avoir été avec nous. Merci. Justement, on va voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vous le disais tout à l'heure, on ne va pas vous le cacher, victoire de Romain. Deuxième, Fabrizio Meoni qui est avec nous ce soir. Le résumé maintenant, tout ce qui s'est passé en moto. Se faire violence pour ne pas craquer. Seulement 3 jours de rallye pour les motards, 3 jours de galère avec cette satanée poussière et la chaleur suffocante.
La chaleur c'est très difficile parce qu'en fait on n'y est pas du tout habitué et dès le premier jour il a fait très chaud, des spéciales relativement techniques, très dur physiquement et c'est pas évident. Moi j'ai des problèmes quand il fait froid, le froid je l'aime pas, mais la chaleur je me suis pas déshabillé, je vais très très bien. Fabrizio Meoni n'est décidément pas comme les autres. Lui supporte cette chaleur et c'est bien le seul. Avec une température de 40 degrés pendant une grande partie de la journée, on finit par accumuler les fautes. Et c'est ce qui est arrivé à Jimmy Lewis. 4e des 2 premières étapes, l'Américain est allé mordre la poussière. Une chute sans gravité, pas de bobo, mais du temps de perdu. 23 minutes sur toute la durée de la spéciale et une 10e place à l'arrivée. Ah oui, c'était une toute petite faute, hein. Enfin, les dommages sont importants. Mais le boxeur, c'est vraiment une grande moto. Jimmy Lewis s'en sort bien, mais pour les autres, les amateurs, cela se termine malheureusement au poste médical. Fracture de la jambe pour le basque Mariano Boursier. Au total, on compte ce soir 6 abandons parmi les motards. Kilomètre 233. Jordi Arcarons est seul avec sa KTM. Pour un problème de joint de culasse, elle refuse de repartir à une 15aine de kilomètres seulement de l'arrivée. C'est vraiment le Dakar. Un jour tu ris, notre tu pleures. Un homme a su gérer la chaleur et ses pistes cassantes. Au guidon de sa KTM, Juan Romain impose son rythme. Il prend des risques. Peut-être un peu trop, mais au bout des 245 km de spécial, l'Espagnol confirme son statut de leader de cette catégorie moto en remportant cette 3e étape. J'ai pas attaqué beaucoup, hein. J'ai pas roulé à fond parce que c'est dangereux. Ici tu peux gagner en 2 minutes, mais tu peux perdre tout. C'est mieux aller un peu, contrôler un peu. Roma contrôle tellement sa course qu'il devance Meoni de 9 minutes 04 et Kini Gatner de 9 minutes 20. À noter le joli tir groupé des KTM qui occupent les 4 premières places. Rien n'aura donc pu arrêter Juan Roma lors de cette 3e étape, à part peut-être ce troupeau. Au général, il conforte en tout cas sa position de leader avec 12 minutes 15 d'avance sur la BMW de Richard V et 19 minutes 17 sur Meoni. Lewis est 6e à 29 minutes et John Deacon, le Britannique, 10e, a déjà 56 minutes de Roma. On est toujours chez les motards et c'est un ancien motard apparemment qui vient d'arriver avec énormément de retard, Arnaud, non ? Oui, en fait il est parti dernier Thierry Menaldi aujourd'hui de l'étape parce qu'il a pris une grosse pénalité hier et il s'est pas trop mal débrouillé puisqu'il a bien remonté Thierry. Bah oui, René Metsch vient de m'annoncer ça, donc on a roulé assez prudemment. Bon, c'est vrai qu'on a eu pas mal de gars à doubler, il y avait beaucoup de poussière, et puis on a eu des parties où on n'avait pas de poussière, donc on s'est appliqué sur le pilotage. La voiture aujourd'hui a bien roulé, moi j'ai pas fait d'erreur, donc le cocktail était bon. Ça rattrape la journée d'hier ? Bon, ça va pas rattraper la journée d'hier, puisque bon, hier on a perdu 5 heures. Mais bon, l'essentiel, on est là pour apprendre. Hier, on a fait une petite faute. Bon, j'espère que ça va nous servir de leçon. Merci Thierry, on vous souhaite la même journée qu'aujourd'hui, demain. Allez, on continue maintenant avec les motards. Christian Choupin, vous avez des invités, des amateurs et des semi-professionnels, on va dire. Oui, et je porte haut et fort les couleurs du Pays Basque. À mes côtés, Didier Fontagneux et Dominique Robin. Il manque le 3e basque pilote. C'est Mariano qui a eu beaucoup de problèmes, Didier, aujourd'hui. Fracture ouverte. Mais on rassure la famille, tout va bien ce soir. Voilà, oui, tout à fait. Bon, il a une fracture ouverte. Et bon, c'est sûr qu'il a le moral au plus bas. Il avait fait, ça devait être son dernier Dakar. Il avait tout misé sur cette course et bon, c'est sûr qu'il a le moral un peu dans les chaussettes. Oui. Vous êtes un bon enduriste et vous courez avec la moto de David Castera. C'est quand même un sacré défi. Elle pèse 260 kg avec les pleins. Vous partez quand même avec une moto dure à piloter. Oui, c'est sûr, surtout dans les étapes comme aujourd'hui où il y a pas mal de pilotage. Mais bon, j'ai eu l'opportunité d'avoir cette moto par David, donc voilà, le choix s'est porté comme ça. À côté, Dominique va nous expliquer comment vous avez trouvé des sponsors. Vous avez organisé une tombola, invité 250 personnes, tout ça pour boucler un budget peu de temps avant la course. Oui, en effet, on était amené à organiser une tombola
et un repas pour permettre de trouver le budget nécessaire pour le mécanicien, puisqu'on était décidé de faire un Dakar, mais à condition d'avoir quelqu'un qui nous aide. Donc c'est un copain qui l'a fait. C'était organisé dans le Pays Basque au mois de juillet. Guillaume, c'est le 4e homme, le mécano et team manager, on pourrait dire, et très important quand même pour vous. Oui, c'est très bien, parce qu'on est très content quand on arrive sur des étapes comme aujourd'hui, 700 km. On est quand même fatigué, c'est bien d'avoir quelqu'un qui fait la mécanique. Merci. Juste à côté, Michel Anthony. Alors, en team officiel, il y a les KTM, les BMW et on oubliait les MZ. Michel, les MZ, c'est un challenge pour vous d'amener ces motos au bout et pourquoi pas bien classé puisque vous avez fini 5e du Master Rally, il me semble, au mois d'août. Oui, tout à fait. Donc, c'était une épreuve de la Coupe du Monde sur laquelle je m'étais engagé et j'ai terminé 5e avec justement MZ. Suite à ça, ils se sont réinvestis parce que c'est pas la première année qu'ils sont sur le Dakar et donc on est là pour l'amener au bout dans les bonnes conditions. Et aujourd'hui, justement, pour l'anecdote, petit problème sur la roue arrière, il me semble, sur l'axe de roue. Assez original, il me... Oui, c'est bon, ça arrive quasiment jamais. Il y a l'écrou de roue arrière qui est parti. Et, bon, ça arrive, c'est des petits aléas bon, qui peuvent être très graves, mais bon, ça arrive. Bon, ça m'a fait perdre du temps, malheureusement. Et après, il a fait que je remonte dans la poussière. Enfin bon, très spécial aujourd'hui. Bonne chance pour la suite. Merci, Michel. Merci. Merci, Christian. Suite et fin de ce bivouac donc, en ce samedi 8 janvier, nous sommes donc à Bamako, qu'on quittera demain, on quittera le Mali demain pour aller en Burkina Faso, à Bobo Dioulasso. C'est encore une étape assez longue. Et puis le problème, c'est que les camions d'assistance avec les mécanos vont arriver très tard, donc le sommeil va être très court. Beaucoup de motards vont être obligés de se lever à 5 h du matin demain pour la 5e étape qui va nous emmener donc au Burkina Faso et à Bobo, et en particulier qui est la capitale du vélo. Je vous souhaite une très belle soirée. Rendez-vous demain avec Pascal Sanchez. Ensuite, on se retrouve pour le JDD et le bivouac dans la nuit. On se quitte maintenant avec le fameux fleuve, le Niger, et un montage de Vincent Foyce. Merci à tous de votre fidélité. Avec Yako, fournisseur officiel. Et Euromaster, le spécialiste européen du pneu. Et après le football, plein feu donc sur la piste du Dakar. C'était aujourd'hui, vous le savez, la 4e étape entre Bamako et Bobo Dioulasso. C'est là que nous allons retrouver Pascal Sanchez et toute l'équipe du Dakar. Après le Mali, vous êtes donc au Burkina Faso. Pour l'instant, les pistes ont pratiquement toutes le même profil. Je suis tenté de dire que c'est latérite et poussière. Bien qu'il n'y en a pas trop derrière vous, là, ça va. La territe et poussière derrière nous, effectivement, c'est plutôt un paysage de pré-brousse africaine. Je vous parle depuis Bobo Dioulasso, c'est la 2e ville du Burkina Faso. Vous savez, le pays des hommes intègres, justement. Poussière, latérite, vitesse, effectivement, sont les ingrédients depuis 2-3 jours. Et bien depuis 2 jours aussi, il y a beaucoup de chutes. Et puis depuis le début de ce Dakar, bien on se régale aussi de ces images, et vous découvrez des images aériennes de Bobo Dioulasso. Donc je disais beaucoup de chutes, et puis malheureusement un accident dramatique qui a eu lieu hier sur les pistes africaines. On en parle dans quelques secondes, juste après le générique. Allons-y, top. Oh, ouais. Seigneur,
clip d'ouverture en forme d'hommage aux femmes et aux enfants d'Afrique. Des Africains bien qui ont été meurtris malheureusement hier lors d'un accident qui est survenu sur une étape du Dakar. On en reparle tout de suite dans un instant. En attendant, bonjour à tous. Dimanche 9 janvier 2000, 17h12. Effectivement, nous sommes en direct de Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, ex-Volta, au sud-ouest, oui, le sud-ouest carrément du pays. C'est la deuxième ville du pays, 400 000 habitants. C'est la capitale du balafon. C'est un instrument de musique, ça. On fera la fête avec le balafon tout à l'heure en fin d'émission. Mais tout d'abord, on voudrait tout de suite parler de l'actualité dramatique d'hier. Une petite fille s'est fait renverser au Mali sur l'étape qui menait les concurrents à Bamako par un concurrent, par un motard, malheureusement. Cette petite fille, on est avec Christian Noël devant la tente médicale. Je voudrais tout de suite savoir comment elle va, cette petite fille de 11 ans. On a pris des nouvelles ce matin à 6 h, elle allait bien. On a repris des nouvelles ce matin à 10 h, elle va très bien. Je pense que si ça évolue comme ça devrait évoluer, elle devrait pouvoir rentrer chez elle dans une dizaine de jours. Elle a subi un important traumatisme quand même. Hein. Oui, le chirurgien, enfin notre chirurgien, notre anesthésiste est parti dans une clinique à Bamako. C'est nous qui l'avons opérée cette nuit. Et l'intervention s'est bien passée, elle est réveillée et je pense que l'évolution sera favorable. Souhaitons-le. Merci beaucoup Christian Noël. Hubert Auriol, patron du Dakar. Je disais que c'était un accident dramatique, ça je crois qu'on le pense tous. C'est arrivé dans une traversée de village, racontez-nous Hubert. Oui, c'est à l'occasion d'une traversée de village. Vous savez que le passage du rallye cette année, on a souhaité qu'il soit entièrement africain. On a eu un accueil extraordinaire et ce qui m'a beaucoup frappé depuis qu'on est parti de Dakar, c'est justement les remerciements à tous les niveaux, que ce soit les chefs de village, que ce soit les administrations, que ce soit les maires dans les villages où on passe, qui nous disent c'est formidable de partir d'Afrique pour l'an 2000. Donc évidemment que je suis très touché par cet accident. Heureusement, je dirais qu'il est sans gravité. La petite fille a été récupérée par nos soins. On l'a transportée en hélicoptère, transportée par avion le plus rapidement possible. Elle a été opérée. A priori, il n'y a aucun problème. Ces jours ne sont pas du tout en danger. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Nous sommes beaucoup de choses, beaucoup de prévention avant la course. On prévient tout le monde par la radio, par des tracts quand on passe dans les villages. Et vous savez, malheureusement, les accidents de circulation, il y en a énormément tous les jours. Je dirais que c'est horrible à dire, mais il vaut mieux que ce soit arrivé pendant qu'on était là, parce qu'on a pu s'en occuper tout de suite. Mais on ne pourra jamais empêcher tous les accidents de circulation. Les accidents de circulation, normalement, on n'en parle pas. Mais malheureusement, vous savez qu'il y en a beaucoup. Mais celui-ci s'est passé malheureusement sur le Dakar. Je voudrais vous montrer une image, justement, Hubert, qui illustre vos propos. Le problème de ces traversées de village, c'était un véhicule hier sur une piste au Mali qui traversait le village. Regardez, on va la regarder ensemble et je crois que c'est vraiment le cas de figure classique. Allons-y pour l'image. Attendez, alors justement, on a un petit problème de magnéto. En fait, cette image, c'est tout simple, c'est une voiture qui traverse un village. Un enfant va traverser et donc cette voiture est obligée d'éviter. On ne peut pas éviter les traversées de village, tout simplement. On ne peut pas, vous savez, je veux dire, c'est méconnaître l'Afrique que de dire il faut qu'on y a qu'à. Je veux dire, quand vous allez d'un point à un autre, il y a une piste. Souvent, quand vous avez un village, il y a des cultures autour et il ne s'agit pas de dire on ne traverse pas le village. Traverser le village, c'est le seul chemin praticable pour aller d'un point à un autre. Quand il y a des cultures, je pense qu'il vaut mieux à un moment ralentir dans le village, prévenir tout le monde, traverser le village. C'est moins dangereux pour tout le monde que de vouloir traverser hors piste au travers des cultures, au travers de gens qui ne sont pas des cultures comme on l'entend en Europe, mais dans les petits villages africains, les cultures, c'est les petites cultures maraîchères, etc. Il n'y a pas de barrière. Donc je pense que les dégâts seraient bien purs pour les villageois. C'est parfaitement bien, je pense, de laisser les gens sur la piste et au contraire faire un gros travail de prévention pour les prévenir. Et d'ailleurs, on a pu remarquer que le Dakar est une fête quand on passe. C'est vraiment, ils attendent le Dakar, ils connaissent les pilotes, ils connaissent les gens par leur nom. Et il y a les grands qui font la police pour les petits, il y a la police qui fait la police pour les grands. Mais c'est vrai que on est dans des zones peuplées et il faut faire très attention. On le dit, on le répète aux concurrents, on leur demande de ralentir. Et cet accrochage qu'il y a eu est évidemment très dommageable. Mais bon, heureusement, il se termine bien, donc il n'y a pas trop d'inquiétude. Merci d'avoir répondu à nos questions, Hubert Auriol. Effectivement, cette petite fille de 11 ans est saine et sauvée dans quelques jours. Et bien, on en saura plus. On vous tiendra au courant. Information, donc prudence et prévention. Ce sont les maîtres mots justement pour les traversées de village sur les étapes dans ce Dakar. Bobo Dioulasso au Burkina Faso. On va justement, c'est le hasard qui veut ça, rester dans le domaine médical. Comme beaucoup d'autres endroits en Afrique, est toujours touché par cette maladie historique qu'est la lèpre. Heureusement, elle tente à régresser malgré l'absence de vaccins et elle tente à régresser cette maladie grâce au travail de gens comme Michel. Michel a passé ce matin la matinée avec Ludovic Place, le journaliste reporter d'images de la piste du Dakar.
Michel Sanou est infirmier et depuis près de 30 ans, il se bat contre la lèpre. Chaque jour, il soigne des dizaines de patients et tente de dépister les signes avant-coureurs de la maladie. Les signes avant-coureurs, c'est justement cette tache cuivrée de la peau, une petite tache claire et insensible à la piqûre, même au toucher. Actuellement, avec la polychimiothérapie, on arrive à guérir facilement les malades. Ceux-là qui commencent le traitement tôt guérissent en moins de 6 mois. Problème, le traitement coûte cher, 10 fois le SMIC local. Avec sa vieille mobilette, Michel entame l'une de ses dernières tournées. Pour lui, l'heure de la retraite approche. Mais loin d'abandonner ses malades, Michel a décidé d'ouvrir un dispensaire dans sa maison. J'ai eu contact avec ces malades-là de la lèpre. Leur souffrance-là, j'ai dit que je peux apporter un peu de mon travail pour soulager un peu ces misères-là. Je pense continuer jusqu'au bout de mes forces. Et il lui en faudra des forces. Chaque année, 1000 cas nouveaux de lèpre sont recensés au Burkina Faso. Reportage donc que nous devons à Ludovic Place, montage Vincent Foïs. Gérard Rolls est venu nous rejoindre. Bonjour Gérard. Bonsoir Comment Pascal. ça va? Bien. Chaud. Oui, chaud. Justement, on faisait référence tout à l'heure à la chaleur avec Henri Sagné. Chaleur, toujours de la poussière. Et toujours de la vitesse. Et toujours de la vitesse et Ouais. un peu de monotonie. Et un petit peu de monotonie, même si c'est bluffant de les voir rouler à 170, 175 km/h sur ces pistes. Première partie de la 4e étape ce matin sous la forêt tropicale, sous une sorte de tunnel. Deuxième partie sur les pistes de latérite, coupée par un gué qu'on va voir, et en particulier avec Jean-Philippe Guillain tout à l'heure pour les voitures, parce que c'était très spectaculaire. Il s'est passé 2 choses importantes aujourd'hui. Romain qui confirme sa prise de pouvoir et qui continue d'assommer le rallye. Il a encore gagné du temps aujourd'hui. Et puis deuxièmement, Meoni, accident très fort. Gros bobo. Moins grave que prévu, mais gros bobo quand même. On voit tout ça en images. Allons-y. Ils se sont levés à 5 h du matin. Avant le soleil, largement avant le soleil, pour le départ de cette 4e étape entre Bamako et Bobo-Dioulasso. 608 km à parcourir, dont 286 km de spécial, c'est-à-dire de course absolue. Piste, la plupart du temps en latérite, étroite, de la poussière encore, ultra rapide. Au compteur, plus de 170 km/h. C'est vraiment étonnant de voir ces pilotes maîtriser leur machine sur des pistes où ça glisse beaucoup. Alors Roma donc, qui va gagner l'étape, ce n'est pas une surprise, avec 4,41 d'avance. Derrière, il n'y a pratiquement que Kini Gatner qui peut le suivre. Richardson, lui, a du mal, d'autant plus qu'il abîme sa mousse et qu'il arrive au ravitaillement essence avec sa roue arrière crevée. Donc Gallardo, son coéquipier, arrive juste après, il lui donne sa roue. Et Richardson va pouvoir repartir. Et puis que va faire Gallardo? Eh ben, il va demander à un autre coéquipier, Jean Brussy, de lui donner sa roue aussi. On est dans le Tour de France, tout le monde se passe les roues. Et que va faire Jean Brussy? Il va demander à quelqu'un, et c'est François Flick, Saint-Bernard du rallye, qui va lui donner une chambre à air, une pompe, des bons pneus. Et finalement, Jean Brussy ne va perdre que 7 minutes. Le grand malchanceux du jour, c'est Meoni. À près de 160 à l'heure, il va perdre le contrôle de sa machine. Il va se déboîter l'épaule. Il sera évacué en hélicoptère, on va lui remettre l'épaule. Il a eu une luxation donc de l'épaule et un traumatisme crânien avec perte de connaissance. Donc c'est fini pour Meoni qui était 2e au classement général. Donc le vainqueur du jour, Juan Roma, avec 4,41 d'avance sur Kini Gatner et 10,36 sur Saint. Le deuxième français, c'est Éric Bernard qui termine 9e, mais il est à 23 minutes 54 aujourd'hui sur une étape de 286 km. C'est incroyable. C'est énorme les écarts déjà. C'est énorme, c'est énorme. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des écarts comme ça. C'est rarissime, à mon avis, Pascal, de voir que le premier, Roma, mène la course avec 22 minutes 51 sur Richardson qui est 2e au classement général. Kini est à 29 minutes. Le 10e d'Icon est déjà à 1h16. Le 20e est déjà à 2h22. On a fait Roma 4 étapes. Écrase la course pour l'instant et il perd, le roi Roma perd ses soldats les uns après les autres, Arcarons hier et Meoni aujourd'hui, voilà. Et ça a failli être grave pour Richardson s'il n'avait pas réparé là
si on lui avait pas passé une roue, il perdait le Dakar. Il pouvait perdre le Dakar aujourd'hui. Eh ben dites-moi. Bah justement, on va aller sur la ligne d'arrivée maintenant, voir comment ça se passe avec Nathanaël de Rinxin. Nathanaël, vous êtes sur la ligne d'arrivée à Bobo-Dioulasso, hein? Nathanaël? Oui, Pascal? Oui, voilà, Oui. ça y est, on vous entend correctement. Voilà. Alors je suis avec deux concurrents belges, ils s'appellent Marc et Marc. Alors regardez leur voiture, en fait, vous l'avez déjà vu, il y a une photo d'une petite Caroline. Alors on se demandait, est-ce qu'il n'a pas trouvé de sponsor? Comment ça se fait qu'il ait la photo d'une petite Caroline? Mimi, Pas du ça. tout. Dès le départ, Marc, le pilote, a voulu mettre la photo de sa fille, tout simplement. D'ailleurs, vous voulez lui adresser un petit coucou, parce qu'il paraît qu'elle vous regarde. Oui, bonjour à ma petite chérie. Ouais. Alors, allez-y. Non, ça va. Pour reparler de la course, comment ça s'est passé? 253 km. C'était Mimi quand il parlait de sa fille aussi. De hein. liaison, et vous m'avez dit c'est les vacances, parce qu'on est là à 4h de l'après-midi. C'est quasiment votre meilleure journée de la semaine. Oui, c'est la meilleure de la semaine, mais bon, c'était pas trop difficile. Beaucoup de grandes lignes droites, rien de spécial. Donc tout va bien sur ce Dakar, c'est votre premier Dakar. Juste pour vous dire qu'il y a à peu près 170 concurrents qui ont passé la ligne, mais il y en a de plus en plus, il y a même des camions qui arrivent. Donc il en reste encore pas mal à arriver, on retournera vous voir tout à l'heure. En attendant, on était sur 4 roues avec Nathanaël de Rinxin, on a fait un clin d'œil aux 2 roues avec Gérard Rolls. On va continuer de faire un clin d'œil aux 2 roues parce que impossible de venir dans ce pays, au Burkina Faso, sans croiser un 2 roues, qu'il soit à moteur ou à pédale. Nous en attendant, ce qu'on croise, c'est un hélicoptère qui est en train d'arriver sur l'aéroport. Donc je disais au Burkina Faso, impossible de croiser un 2 roues, c'est un véritable phénomène de société. Visite guidée donc sur 2 roues avec Marie-Christelle Maury et Sam Caro. Tout le monde est prêt? Allez, c'est parti. Comme chaque semaine, Bourima se rend au marché. Pour effectuer les 70 km qui le séparent de Ouagadougou, un seul et unique moyen de locomotion, la mobilette, transformée pour l'occasion en moto-poulet. Eh oui, c'est ma mobilette. Dessus, je peux mettre 60 poulets, voire même jusqu'à 80 parfois. Toute une organisation pour ce petit commerçant. Ici, la débrouille est de mise. Ils sont nombreux, les motocyclistes au Burkina Faso comme Bourima. Vélos, mobilettes et motos sont les premiers moyens de locomotion du pays. Plus de 100 000 engins vendus chaque année. Impressionnant mais pas étonnant pour circuler à moindre coût. Le 2 roues, ici, c'est déjà une vieille histoire de famille. J'avais mon papa qui réparait des vélos. Parce que même pour le cyclisme, c'est mon papa, on l'appelait course Thibaut. Et puis j'ai appris à réparer des vélos quand j'étais tout petit. Daniel, dit papa, est réparateur de mobilettes à Ouagadougou. Depuis tout petit, la bricole est sa passion. Déjà, le papa de papa était un féru du tournevis et du marteau. Alors le petit a repris le flambeau. Aujourd'hui, à 60 ans, papa est un homme respecté pour ses doigts de fée et la renommée de son atelier. En tout cas, il n'y a pas un moteur qui va venir ici, que le type dépense et que je ne le fais pas démarrer. Il n'y a pas ce moteur-là ici. Un véritable phénomène de société. À Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou, il existe même un marché des 2 roues. Ici, tout se vend, se revend, se négocie à moindre prix. Les besoins et la demande sont impressionnants et génèrent souvent quelques petits métiers fort surprenants. Moussa est laveur de vélos et de mobilettes. Il a 15 ans et travaille ici, à proximité du marché. L'école, il l'a quittée il y a 7 ans pour aider ses parents. Depuis, son bureau, c'est ici. Ici, il n'y a pas de secret. Comme vous voyez, si tu sais bien laver seulement, tu vas avoir des clients. C'est un truc comme ça. 2 francs par mobilette, voici le prix de la toilette. Il faut frotter pour faire briller, compter 4 heures par engin. Et Moussa sait que pour être apprécié, il faut être exigeant, d'autant que les clients ont quelques doléances bien particulières. En tout cas, les gens aiment bien quand on lave bien le moteur. Vous voyez, des fois, quand il vient, le carburateur est sale, le cylindre, des fois, c'est sale, il y a plein d'huile là-dessus. Vous voyez, l'échappement, c'était noir. Sinon, on a frotté ça. Vous voyez, c'est devenu clair. Bien
moins cher qu'une auto, un 2 roues n'est pourtant pas donné. 750 francs en moyenne pour un vélo neuf, 5000 pour une moto. Une sérieuse dépense, d'autant que le salaire moyen tourne ici autour de 200 francs par mois. Le marché de l'occasion reste donc des plus florissants et la récupération pratique courante. Sam est un petit revendeur de protèges Carter. À 15 ans, il ne manque pas d'idées. Grâce à lui, les vieilles mobylettes trouvent une seconde vie. Oui, ce sont les mobylettes cassées. Ce sont des mobylettes cassées là. Je prends ça, je repars. Et puis ça devient occasion maintenant. Ici, la demande est impressionnante. Sam vend à lui seul 6 caches par jour à 15 francs pièce. Et tout ça pourquoi? Avec cet argent-là, je vais accueillir pour acheter une mobilette quand même, quoi. Voilà, la boucle est bouclée. Aucun souci à se faire, le cheval de fer peut parader. Son avenir est d'ores et déjà assuré. Un montage que nous devons à Olivier Dijon, le phénomène de roue. Justement, ce reportage a été tourné à Bobo-Dioulasso. Et bien nous sommes toujours à Bobo-Dioulasso en direct, 17h27, dans les rues de Bobo-Dioulasso. Jean-Philippe Guillain est venu nous rejoindre. Résumé de l'étape du jour en catégorie auto. Vite, vite, vite. Ça a été très vite. Ça a été très vite et en plus, Pascal, dans ce monde de brut et de macho, c'est une femme qui gagne. Donc ça mérite d'être signalé. Jutta Kleinschmidt revient aux avant-postes. Elle a fini 3e du dernier Dakar. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, elle a tenu la dragée haute à tous ces hommes. Voilà, on voit tout ça avec les images montées par Jean-Jacques Brouard. Et nous avons eu un petit peu de chance malgré toute cette chaleur aujourd'hui. Nous avons rencontré un peu d'eau, notamment un passage de pont ici avec Shinozuka. Et puis ici Prieto qui a fini 2e l'an passé, qui essaie de revenir. Il avait très mal débuté ce Dakar. Les voitures ont atteint des vitesses de pointe au-delà de 170-180 km/h aujourd'hui. Notamment ici, on voit Thierry Delavergne qui nous disait qu'il avait dépassé le 170 à l'heure. Et voilà le fameux quai. Regardez un peu ces images. Il n'y a pas de pont à cet endroit, Pascal. C'est donc voilà un quai en béton qui est à 2 ou 3 cm à fleur d'eau. Ça fait vraiment des images superbes. Et dans ces conditions, sur l'île de Noirmoutier pendant le Tour de France un peu. C'est moins dangereux heureusement que ce qui s'est passé sur le Tour de France. Dans ces conditions, il est évident que Bruno Cusa et Franck Arestier ne pouvaient pas rater cette image. Voilà Stéphane Peter-Hansel toujours dans ce guet. D'ailleurs, dans le journal du Dakar, Philippe Lafont vous proposera un sujet sur ce passage de guet. Très bien. Stéphane Peter-Hansel qui va finir 7e à 1 minute 24. Donc de Jutta Kleinschmidt qui a gagné l'étape comme je vous le disais tout à l'heure. Alors ça n'a pas été aussi lentement à chaque instant, bien évidemment. Vous allez voir dans quelques secondes un énorme nuage de poussière. Imaginez ceux qui ont roulé derrière Jean-Louis Schlesser aujourd'hui. Impossible de doubler pratiquement. Impossible de doubler. Schlesser qui finit 2e à 6 secondes seulement. Là on voit Jean-Pierre Fontenay, alors lui il a eu une sacrée mésaventure, il a perdu ses freins à 20 km de l'arrivée. Bruno Sabi lui aussi a cru qu'il n'allait pas partir dans cette spéciale, boîte de vitesse cassée, et finalement il a terminé 3e à 31 secondes de Jutta Kleinschmidt. On la voit ici, Jutta Kleinschmidt, donc le grand vainqueur du jour. Elle avait déjà gagné 4 étapes dans le Dakar, c'est donc son 5e succès en tout. Elle a fait 3 jours en tête l'an passé. Avec Tina Turner comme copilote toujours. Les 2 Allemandes aux commandes. Donc voilà Jutta Kleinschmidt qui en termine. Donc au classement général après cette victoire donc de Jutta Kleinschmidt, c'est toujours Shinozuka sur Mitsubishi qui est en tête. À 5 minutes on retrouve Jean-Pierre Fontenay, Jean-Louis Schlesser est 3e à 6 minutes 52 et Peter Hansel 5e à 10 minutes 54. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui en résumé, Pascal, je vous écoute, il y avait 20 voitures en 20 minutes. À l'arrivée de cette spéciale. Ça c'était vraiment serré, c'est bien. On ne peut pas dire le contraire. Ça, et au classement général, il y a 11 voitures en 20 minutes. C'est-à-dire que bien malin aujourd'hui, celui qui va pouvoir vous dire qui va gagner ce Dakar. De ce qu'on racontait il y a quelques minutes avec Gérard, justement sur la catégorie moto, où Romain pour l'instant écrase la course. Voilà, on peut dire qu'en voiture, en revanche, tout reste très ouvert. Très bien Jean-Philippe, rendez-vous avec vous et Gérard bien ce soir, le journal du Dakar à partir de 20h35. Nous allons continuer la découverte qui nous accueille du pays, qui nous accueille pour la première fois aujourd'hui. Je veux bien sûr parler du Burkina Faso et nous allons partir dans le sud du pays, près de la frontière du Ghana, dans le parc naturel de la Sicile, pour y rencontrer Karim. Et Karim, il est le chef de la patrouille anti-braconnage. Et vous allez voir que Karim a une véritable histoire. Reportage.
C'est l'histoire d'une union sacrée, d'une vieille complicité quand l'homme se fond avec la nature. Ouvrez bien l'œil, Karim est un rusé. Ce grand gaillard a 60 ans, il appartient à la tribu des Gurunsi et de la brousse, il en connaît les moindres recoins. Chaque jour, depuis 5 années, le même cérémonial. Tous les matins, accompagné de ses complices, Karim part traquer les braconniers. Son domaine de prédilection, le parc de la Sicile, au sud du pays, à la frontière du Ghana. Une réserve de 30 km de long, peuplée de grands animaux et donc propice au braconnage. Regardez bien là, ici. Il y a une trace. C'est un éléphant. Il est passé il y a 2 jours. Et vu la taille de son pied, l'animal doit avoir au moins une quinzaine d'années. Oui, il est passé ici, tout seul. Son arme, son œil affûté, sa faculté à interpréter et analyser tous les signes de la nature. Pas de parcours imposé lors de sa tournée, Karim improvise au gré de son intuition. Chaque trace, chaque brindille couchée mérite une interprétation. Les braconniers sont toujours derrière les animaux et ils les suivent. On peut être sûr qu'à l'endroit où les animaux passent, les braconniers sont derrière ou juste à côté. Chaque année, pour Karim, ce sont des centaines de kilomètres à pied pour traquer les indésirables et repérer les traces témoins de leur passage. Qu'est-ce que tu fais là? Là, je brûle les herbes, car les animaux ne mangent pas la paille. Après le feu, la végétation repousse, cela donne de la nourriture aux bêtes. 10 jours après ces feux précoces, voici l'apparition de petites pousses. Les animaux viennent alors ici pour les manger, et derrière eux, qui trouve-t-on? À coup sûr, des braconniers. Des braconniers, Karim connaît tous les secrets. Bien informé et pour cause, avant d'être pisteur, lui-même était braconnier. Alors maintenant, pour lui, facile de les repérer. Avant, je braconnais bien. À l'époque, il m'arrivait de tuer 2 ou 3 éléphants par jour. À son tableau de chasse, plus de 70 éléphants abattus. Les raisons de son braconnage, les rites, la coutume de son village et l'obligation de nourrir ses 5 femmes et ses 25 enfants. Mais aujourd'hui, c'est fini. Karim est passé du côté des gentils. J'ai pris conscience qu'il fallait protéger cette zone. J'ai tué beaucoup d'animaux et cela ne m'a rien apporté. Alors si aujourd'hui on réussit à sauvegarder ce coin, c'est le village entier qui va en profiter. Grâce au tourisme et à la chasse organisée, le Karim pisteur vit mieux que le Karim braconnier. 300 francs par mois pour nourrir sa famille, sans compter la sécurité. Avant, j'arrivais à faire ce que je voulais, mais à mon âge, c'est désormais terminé. Je cours moins vite et je ne peux même plus m'échapper, alors je suis passé de l'autre côté. Karim est un vieux sage. Avec le poids de l'âge, il sait désormais que pour vivre avec la nature, il faut parfois se résigner. Montage Olivier Dijon, à l'âge, ça rend raisonnable, c'était génial cette traversée de cette famille d'éléphants au milieu de ce chemin. Montage donc Olivier Dijon et on va partir maintenant sur la ligne d'arrivée après ce sujet de Sam Caro et de Marie-Christelle Maury. Sur la ligne d'arrivée, retrouver Nathanaël de Rinxin pour la dernière fois. Les derniers vont arriver vers quelle heure ce soir à Bobo par exemple? Il y en aura quand même qui arriveront au milieu de la nuit, il faut pas rêver, mais enfin dans la majorité, oui, là c'est l'heure de pointe, il y a plusieurs véhicules qui se succèdent. Alors avec moi un équipage français, alors ceux-là ils ont une petite particularité,
particularité, ils ont le sourire, regardez. Et si je mets ma main, vous allez comprendre, je vais vous le dire. Il fait 20 degrés dans la voiture, il y a la clim. Alors la clim, c'est quand même le petit plus. Oh, c'est scandaleux. Qui rend la course formidable. Voilà, il fait 20 degrés à l'intérieur de la voiture, 30, 32, 33, peut-être 34 à l'extérieur. Il y a 180 concurrents qui sont arrivés et les autres arrivent derrière moi, un par un. Par petits paquets, il y en aura quand même qui arriveront, je pense, au mieux tôt dans la soirée. Ok, très bien Nathanaël, vous faites le guet, on viendra vous relayer à un moment ou un autre. Le balafon, la musique, puisque Bobo Dioulasso, eh bien c'est certainement la capitale du balafon, avec un de nos invités, Salia Traoré, sont venus nous rejoindre parce que c'est ça le Dakar, ce sont des rencontres avec les populations locales, les rencontres avec les acteurs du Dakar, mais les rencontres aussi avec d'autres gens eh bien qu'on croise comme ça sur notre route, ce qui a été le cas ce matin de Jessie et Franck, et ils ont une voiture que vous découvrirez aussi dans quelques instants, complètement délirante, une voiture mythique, c'est la Dodoche, et ça m'étonnerait qu'à l'intérieur il y ait l'air conditionné. Jessie, bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas l'air conditionné dans votre voiture? Non, il n'y a pas l'air conditionné, non. Non, alors Jessie, Franck, vous venez de la région parisienne, vous avez respectivement 26 et 29 ans, et vous avez tous les deux démissionné de vos boulots respectifs pour vous lancer dans une aventure assez étonnante au volant de cette voiture. Racontez. Ouais, c'est vrai. En fait, ça a démarré il y a longtemps. On a été obligé de démissionner de notre travail pour monter ce projet qui durait assez longtemps. Donc on a monté une 2 chevaux en quelques mois jusqu'aux premières vagues de l'hiver. Et on est parti pour environ 6-7 mois pour faire ce tour d'Afrique. Alors c'est quoi ce projet? C'est faire un tour d'Afrique? Ce projet, c'est le tour d'Afrique et de profiter à l'aube de l'an 2000, de ce passage de l'an 2000, de faire un dernier reportage sur les musiques africaines, de faire un constat en fait. Donc dans chaque pays où on se déplace, on fait ressortir un artiste bien connu de chaque pays pour faire ressortir les couleurs ainsi que la musique traditionnelle. Et donc on fait tout le tour du Maroc en passant par la Côte d'Ivoire jusqu'en Afrique du Sud. Et si tout va bien, on remonte jusqu'en Égypte. Donc pour l'instant ça va, il n'y a pas d'eau. Vous en êtes au terme de votre voyage, non? Non, on est parti le 15 novembre. On a passé le jour de l'an sans justement prévoir à Bamako. Et si tout va bien, on rentrera au mois de mai à Paris parce qu'il y a un collège, une classe de 5e qui suit tout notre voyage. Donc on envoie des colis et des spécialités de chaque pays. Et on espère revenir pour la fin de la saison scolaire pour organiser une grande fête. Et ben, j'espère que certains d'entre eux étaient devant leur poste ce soir. Et c'était sympa aussi ce petit clin d'œil, cette petite rencontre entre vous, Jessie et Franck, et cet artiste burkinabé qui jouait avec nous du balafon. On va devoir se quitter dans quelques secondes. On va se quitter comme chaque soir avec un clip. Et puis je vais en profiter pour vous dire plein de choses, notamment qu'au classement moto, c'est toujours l'espagnol Roma qui est en tête. En voiture, c'est toujours le japonais Shino Zuka. Demain, on reste toujours au Burkina Faso, direction Ouagadougou pour une étape encore de plus de 700 km. Il reste aux concurrents du Dakar plus de 8000 km pour arriver jusqu'au Caire. Ce sera le 23 janvier. On se quitte donc comme chaque soir avec un clip consacré ce soir aux monstres d'acier, ou tout simplement, si vous préférez, les camions. Rendez-vous donc demain, lundi, même heure, même endroit, même sanction, 17h40, France 3, la piste du Dakar. Nous serons en direct de Ouagadougou au Burkina Faso. En attendant, gros bisous à tous ceux qui vous aiment et aux autres aussi. Au revoir, merci. Le Dakar, avec Yako, fournisseur officiel. Et Euromaster, le spécialiste européen du pneu. Voilà, vous savez presque tout. La suite du Dakar, comme tous les jours, c'est le journal du rallye, présenté par Gérard Rolls aux alentours de 20h25, un peu plus tôt ce soir en raison du football.